Et si on vous demandait de définir en quelques mots ce qu'est pour vous le patrimoine, hein? Pour moi, c'est en gros une histoire de mémoire Mhm. qu'on m'a transmis Mhm. et que je suis chargé de transmettre derrière moi. Ce serait dommage que ça tombe dans le vide. J'y suis très attaché, Mhm. mais je ne le définis pas. D'accord. Le patrimoine, c'est l'héritage de nos parents aussi, quelque part. C'est tout ce que nous ont cédé les anciens, je pense. Toute la culture et tout le savoir-faire que nous ont cédé les anciens. Ça peut être un monument, ça peut être un objet, ça peut être une odeur. Pour moi, c'est surtout le papier. Ouais, la mémoire avec le papier et l'écrit, quoi. J'ai regardé, j'ai vérifié dans le dictionnaire, et ça me paraît que ça peut... On dit que c'est parental en général, mais quand même l'origine c'est père, quoi. Et c'est laisser des traces à la famille. Et c'est pas toujours facile, parce que je crois que si le patrimoine est uniquement pour évoquer la mémoire ou le passé, ça n'a pas beaucoup d'avenir, quoi. Il faut que ça nous travaille, nous, que ça nous évoque quelque chose, quoi. C'est ce qui nous a été transmis. Auquel automatiquement les gens ont dû attacher de l'importance. Et ce qu'on choisirait dans l'actualité, dans le monde actuel, dont on pense que ça vaut la peine d'être transmis. À l'automne 2002, une drôle d'exposition intitulée Patrimoine singulier se prépare au musée d'archéologie du Jura à Lons-le-Saunier. Après un appel au public, relayé par voie de presse, les Jurassiens sont invités à proposer des objets qui représentent pour eux l'idée qu'ils se font du patrimoine. Dans les enfants, il y a des réflexions très marrantes quand même. Parce que mon patrimoine, c'est ma maman. Puis après, entre parenthèses, aussi mon papa. Donc les réponses qu'on a eues, on les a eues de deux façons. Soit par téléphone, des gens qui avaient lu un article. La fiche jaune est l'outil principal. Elle a été distribuée un peu partout, et ceux qui ont choisi de participer à l'exposition par le prêt d'un objet le décrivent sur ces fiches jaunes, tout en y indiquant les raisons qui les ont poussés à le présenter. Vous intéressez, venez voir, puisqu'on avait envoyé ou diffusé des fiches qui donnaient d'une part la présentation du projet, ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on attendait de nos participants, et puis d'autre part la fiche proprement dite à retourner avec son objet. Donc là, on est en train de recevoir les fiches petit à petit. Voilà. Alors on peut en regarder quelques-unes. Hein ? Ces personnages symbolisent le travail patient de la vigne. Ils ressemblent à des daumiers. Effectivement, Ah oui. C'est le... Elle dit que c'est grand comment? Alors, c'est grand, 22-24 cm. C'est des petits bonhommes. Des petits bonhommes. Donc c'est Josette Cora à Baume-le-Messieurs qui propose petite statuette. En plus de l'équipe habituelle du musée, 2 ethnologues, Noël Barbe et Jean-Christophe Sevin, se sont associés au projet, ainsi qu'une équipe de cinéma. Ils observent, notent, enregistrent le travail de préparation de l'exposition au musée. Leur enquête les conduit aussi chez les autres acteurs de l'exposition pour connaître plus profondément les raisons de leur choix. J'ai eu envie d'exposer 2 petits personnages qui étaient dans le bureau de mon père, 2 personnages sculptés en cèpe de vigne. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Je pense que j'ai pensé à retardement que c'était peut-être patrimoine et père parce que c'était dans le bureau de mon père et que mon père était viticulteur. Il y avait un rapport entre ces personnages et la vigne. D'accord. Ce que je trouve impressionnant, c'est que ces personnages sont faits par un anonyme à une époque que je ne connais pas et pourtant ils ont une présence. Pour moi, ils ont énormément de présence et de réalité vivante. Donc, je pense que la personne qui l'a fait, elle n'a pas simplement sculpté une forme, elle s'est sentie dedans, elle s'est sentie à l'intérieur. Ils sont habités, ils ont un corps. Donc, assez naturellement, spontanément, on va dire, on a pensé à prendre un échantillon de terre de Bresse.
Non, on pense que ça fait partie du patrimoine quand même, un élevage d'une région bien déterminée, qui en fait est petite région sur 3 départements. D'accord. Pour ça, c'est une terre sans cailloux, enfin vous la voyez, elle est là, avec des limons, comment tu appelles ça, des terres battantes. Ben, c'est un petit peu, oui, sa spécificité, c'est qu'il n'y a pas de cailloux, donc c'est tellement spécifique que ça ressort dans l'habitat. Hein, la maison bressane n'a pas de pierre. Ben, ça ressort dans notre AOC. Et puis il y a 30 cm composés surtout de limon. Et puis en dessous, on a une couche d'argile avec des petites couleurs rouges d'oxyde de fer qui sont, je pense, très particulières à la Bresse. Donc la proposition que vous avez faite au musée? Eh bien, au départ, pour honorer la mémoire de mon mari, j'avais retrouvé des outils de sabotier, parce qu'il a débuté à 17 ans en faisant des sabots dans sa campagne à Issia. Et j'avais imaginé faire un cadre avec ces outils sabotiers. Et ensuite, j'ai vu un article dans le journal qui parlait du patrimoine. Et donc, l'idée a germé d'ajouter la carrière de mon mari après les sabots. Quelques outils de meubles et des photos des meubles qu'il a fait. Expliquez-moi les machines. Bon, il y en avait 4 là. 4 des grosses machines. Il y avait la Dégauchusseuse, des scies, des raboteuses, une ponceuse, et puis la presse en bas. Il y avait la salle de vernis en bas, la salle de sculpture. La population que les ethnologues étudient à l'occasion de cette enquête est un groupe provisoire, créé de toutes pièces par l'appel du musée. Il regroupe tous ceux qui, pour des raisons très différentes, gravitent autour de l'exposition. Le terrain qu'arpentent les ethnologues les emmène donc hors du musée, chez les gens qui ont répondu à son appel. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre proposition pour le musée? C'est un petit ouvrage qui a en gros le format des livres de poche, avec une première partie qui est constituée de plusieurs petits éléments. Enfin, ça constitue une mini-encyclopédie du monde agricole, sur les techniques, sur les outils, sur plein de choses. Et la deuxième partie est un agenda avec des notes manuscrites, écrites au crayon, de mon arrière-arrière-grand-père. Et donc il fait référence aux grands événements qui marquaient la vie des agriculteurs de l'époque. Le 26 mars, tuer 2 cochons chez Léopold, prêter 46 livres de gros sel blanc à Léopold pour saler leurs cochons. Donc c'était des petites choses, mais qui faisaient la vie du village et la vie des paysans. Et ce carnet, comment vous l'avez eu? Je l'ai eu par mon oncle et ma tante, donc ma tante Colette et mon oncle Dédé. En fait, c'est une grand-tante et un grand-oncle, qui eux-mêmes l'avaient eu après le décès d'un de mes oncles, mon oncle Alphonse, qui était donc paysan, célibataire, et qu'il avait eu lui de son grand-père. Parce qu'il a vécu dans la même maison que son grand-père. Le petit patrimoine, ça n'a rien de péjoratif. Pour moi, c'est vraiment tous ces gens qui connaissaient plein de choses, mais qu'on a négligé, enfin, qu'on oublie souvent de citer. Alors, nom de l'objet proposé, le Belém, navire école civile. Alors, donc c'est une photo encadrée, donc des livres, albums, récits de voyage, dessins et cartes, etc. à choisir. Quelles sont les raisons de votre proposition? Eh bien, le Belém est notre dernier grand voilier, donc 3 mâts, barque. C'est un monument historique. Il permet à environ 2000 stagiaires par an d'apprendre la vie en mer, comme avant. Et moi j'aime. Donc ça c'est Jérôme Allais. Ben écoutez, ça fait plusieurs années que je navigue sur le Belém, qui est un monument historique, donc qui appartient à nous tous. Et c'est le seul qui reste en France. J'ai toujours beaucoup aimé naviguer sur des plus petits. J'ai commencé par le dériveur en Bretagne Sud, après ça des bateaux navigation hauturière. Mais je me suis arrêté à celui-ci en 93.
parce que je voulais connaître, savoir ce que c'était que la marine à voile, l'ancienne marine à voile. J'en ai entendu parler par mes grands-parents, mais comme d'une chose qui était perdue à tout jamais, quoi. Et le jour où j'ai appris son existence, ben, j'ai commencé à naviguer dessus et j'ai pas arrêté après, pendant 10 ans. Alors, c'était pour moi un patrimoine qui intéresse tout le monde, qui intéresse la France. Et c'est un peu mon patrimoine à moi aussi. Alors, je mettrai les 10 bouquins, les 10 livres, de 93 à 2002. Le tableau, la photo qui représente le Belém, la carte des trajets et un dessin par année pour montrer aux gens ce qu'il y a dans les bouquins. Et je pense que ce serait bon d'ouvrir un des livres pour qu'on voit ce que c'est. On a quand même souvent affaire à des questions d'ancrage ou dans la parenté, dans le territoire, quoi. Puis ce matin, c'était marrant. Enfin, ce qui était aussi intéressant, c'était le côté laisser des traces. Hein. Oui. Ma proposition qui se fait au musée, j'apprécie beaucoup les mosaïques. Les mosaïques romains nous ont laissé un bel héritage et moi, j'ai souhaité reproduire leurs gestes, montrer ce qu'ils faisaient avant, quoi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans toutes ces opérations? J'aime bien coller, tailler les petits morceaux de tesselle puis les coller. Et autrement, j'aime bien couler. Donc c'est comme celle-là, c'est moi qui l'ai faite et puis je l'ai coulée moi-même. Ah, celle-là, elle représente quoi? Donc ça, c'est un animal imaginaire. Une sorte de chevreuil avec une queue de poisson. Enfin. Dès que j'ai vu ça, ouais, ça m'a intéressé tout de suite. Nous avions découvert des cavités nouvelles pour le département à 2 occasions principalement. L'une, les champs Guillobeau dans la forêt de Poligny, et l'autre dans la forêt des Moidons. Au Moidon, le guide à chaque descente dit que la grotte a été découverte par l'équipe Meyer et Fils et Pierre Murat. Ce qui est mis au patrimoine, il y a des choses, il y a des grands monuments et puis il y a des petites choses. Nous aussi on apporte des petites choses. C'est pas le grand monument. Bien que ça soit un peu monumental, les grottes ornées. On tire parti de tout, on exploite et on communique. Hein, on ne garde pas pour nous, hein, on communique. Verdun. Ah, ça va être beau. Bon. Et donc, on s'est adressé aux adultes, enfin, tout public. Il y a également des classes qui ont commencé à travailler sur ce thème-là. Et puis, il y a des associations qui sont intéressées, qui vont profiter, je dirais, entre guillemets, de ce projet pour présenter leur travail sur le patrimoine. Et puis, il y a également des artistes qui ont téléphoné, assez nombreux, qui ont envie de participer. Alors... Le public, eh bien, les étapes, les choix qui sont faits, les partis pris esthétiques. À Montmoreau, le lycée agricole s'est engagé depuis le début dans une participation active à l'opération. Aujourd'hui, les élèves de BTS ont apporté les objets qu'ils ont choisi de présenter à l'exposition. Plus que jamais, votre patrimoine nous intéresse. La dernière fois,
vous en avez parlé verbalement, vous avez évoqué un objet que vous souhaitiez présenter et qui représentait vraiment pour vous la notion de patrimoine. Et aujourd'hui, eh bien cet objet, vous l'avez, je crois, et vous allez nous le montrer. Voilà, donc moi c'était une photo. Voilà, donc on y voit mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. Avec ici, c'est mon père. Donc moi, mon objet, c'était une collection de pièces. Donc pour exprimer un peu l'histoire au travers des pièces. Donc il y a vraiment tout type de pièces. Moi, je suis issue d'une famille de boulangers et donc jusqu'à l'année dernière, je vivais encore dans une boulangerie et donc je suis jamais sortie de chez moi en fait sans avoir de la farine un peu partout. Et tout le monde a toujours su que j'étais la fille du boulanger parce qu'à chaque fois que j'arrivais à l'école, il y avait de la farine. Moi, j'ai ramené une bougie. C'est pas un objet que j'aime particulièrement, mais pour moi, c'est un objet qui représente le patrimoine. Parce que, en fait, j'ai choisi une bougie toute fine, c'est pour représenter plutôt la fragilité du patrimoine à travers les générations. C'est un matrioshka qui contient des matrioshki. Je vais peut-être pas toutes les sortir parce qu'il y en a 11. Moi, j'ai choisi ça parce que j'ai des fortes origines russes. Et pour moi, la notion de patrimoine, c'est à travers toutes les cultures différentes qu'il peut y avoir dans tout le monde entier, en fait. Et puis oui, c'est cette façon aussi qu'elles ont de s'emboîter les unes dans les autres. Parce que chez moi, on est un petit peu mélangés de partout. J'ai de la famille sur 11 pays différents et puis ça s'emboîte, quoi. Voilà, donc moi j'ai choisi le vélo. C'est plus donc pour l'objet vélo, pour ce que ça représente. Moi j'ai trouvé ton représentation du patrimoine un œuf. Alors ça peut paraître étonnant, mais en fait je trouve que l'œuf c'est la base de toute nation, c'est la naissance, c'est chaque peuple provient d'un œuf, chaque être vivant provient d'un œuf. Est-ce que les anciens bâtiments, les voûtes des anciens bâtiments n'ont pas été créées à partir de la forme de l'œuf? Parce que c'est une forme très résistante. En fait, si on prend un œuf, il y a un petit truc qui consiste à mettre l'œuf comme ça. Donc chaque voûte, en fait, face à chaque paume, et en appuyant le plus fort qu'on peut, on ne peut pas briser l'œuf. Apparemment, c'est un objet qui est connu en quelques exemplaires à Baume-les-Messieurs. Et la même personne qui a apporté ça a apporté aussi ce coffret de mariage, donc en bois peint. Et puis les quelques outils ou objets comme ces forces à mouton et puis cet autre objet. Et puis alors, on a ici quelques autres propositions. Une dame dont le mari était artisan qui a fait ce panneau avec des outils qui ont appartenu à son mari, différentes étapes du travail avec l'exemple d'une paire de sabots. Et puis, maintenant que les envois sont clos, on a, je crois, 155 fiches. J'ai tout lu. Donc, disons que c'est non seulement 154 propositions, mais c'est très souvent dans une fiche, il y a plein de choses. Pas énormément de grosses choses, quelques-unes, 4-5, mais un bazar consistant. Bon. Il va falloir organiser. Et varié, Oui, totalement hétéroclite. La question, c'est qu'est-ce que cet objet permet de dire à la personne qui le pose ou qui le dépose. Le vrai support de réflexion, à mon sens, devrait non pas être l'objet, mais effectivement ce que j'ai envie de dire, quoi, le sens. Quoi. Vous pouvez nous parler de l'objet que vous avez choisi pour l'exposition? Oui, c'est un objet qui a été conservé par ma mère. C'est un carton assez plat. Et oui, elle a gardé tous les linges. Sur le carton, il y a écrit linge Bernard, à la main, pareil. Et puis elle a gardé tous les premiers vêtements que mon frère Bernard a portés. D'accord. C'est tout petit, de cette taille-là à peu près, quoi. Les vêtements sont de cette taille-là. Le carton est plus grand.
il devait être dans un coin, comme on fait quelquefois des objets qu'on met dans un coin. Et je l'ai retrouvé, revu après la mort de mon frère. Donc ça faisait encore plus d'effet, parce que lui n'était plus là, on ne pouvait plus échanger à ce sujet-là. Vous pouvez nous le montrer? Oui. L'inscription Linge Verdun, donc ici, quoi. Donc ça, moi, je reconnais, c'est l'écriture de ma mère. C'est mon musée personnel, quoi, c'est ça. Je suis assez attiré d'avoir des artistes qu'on fait un peu des choses comme ça, là, comme Boltanski, ou même des souvenirs artificiels, quoi. Des gens qui reconstituent des ambiances comme ça. Par rapport à mon frère, après sa mort, en fait, c'est moi qui gardais ces objets, mais je me sentais envahi par lui, et de son vivant aussi. C'est quelqu'un que je ressentais un peu, qui prenait beaucoup de place. Et après son décès, il était toujours présent, presque plus par ses objets, par sa mémoire à lui, quoi, qu'il avait dans des lettres, des carnets, ses carnets. Je me sentais assez envahi, quoi. Et j'en suis encore à faire le tri. Ce qui est quand même assez étonnant, c'est la façon dont la plupart des gens proposent des choses en propre. Hein. C'est-à-dire qu'on a peu de choses qui soient mon patrimoine à moi, c'est les monuments historiques. Ouais. C'est ce qu'on disait, il y a toujours une sorte d'articulation individuelle, collective. C'est un objet à eux qui parle de leur histoire familiale ou personnelle. Elle sera aussi. Aujourd'hui, vous pourrez retrouver une balance, comme ceci, faire une balance comme ceci. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont capables encore, mais. Je pense que c'est joli. Les formes de poids étaient conçues pour être également l'esthétique. Hein. C'est-à-dire que pour vous, c'est un peu l'ensemble qui fait du sens. Oui, moi c'est parce que j'ai voulu les préserver, parce que c'est une passion, c'est une passion, c'est une passion de balance. Hein. C'est plutôt un patrimoine individuel ou un patrimoine collectif? Oh moi, pour moi, c'est plutôt collectif. Hein. C'est pas, disons que moi, c'est pour le garder, c'est pour les sauver. C'est pas pour moi personnellement, puis c'est pas pour ma famille, puisque ça intéresse. Plus encore que l'histoire, j'aime bien essayer de savoir dans notre époque ce qui va devenir historique. J'aime bien essayer de savoir dans notre époque ce qui va devenir du patrimoine. Parce qu'effectivement, ce qui m'inquiète beaucoup, et ce qui me semble malheureusement inévitable, c'est que le patrimoine devienne un objet à montrer et plus un objet à utiliser. Et c'est vrai que pour moi, c'est un grand regret. Dans mon village, il y a une chose, c'est le vitrail de la guerre de 14 années. C'est une pièce unique, atypique et tout ce que vous voulez. Et pour moi, c'est quelque chose qui a marqué mon enfance, quoi. Ce fameux grand-père m'a appris énormément de choses. Et il m'a parlé de ce vitrail de l'Église de Nez, parce que moi, j'étais intrigué. Pourquoi il y a des messieurs comme ça qui sont morts sur ce vitrail, dans mon jargon d'enfant. Et il m'a expliqué que le vitrail d'origine a été changé au profit de ce vitrail qui, à mon avis, n'existe nulle part ailleurs. La paroisse donnée à ces soldats morts pour la France, 14-18, avec leur nom. En haut, le casque, c'est parce qu'on n'avait pas de photo de Paul Genet, on m'a dit ça. Enfin, c'est ce qu'on a toujours dit au village. On n'avait pas sa photo, on a photographié son casque. Il n'est pas vraiment triste, ce vitrail, pour moi. C'est un signe d'espoir, pour moi. Ils sont morts, mais Nez résiste. Nez et la France en général, grâce à tous ceux-là, quoi. Moi, c'est ça qui me touche beaucoup dans les propositions qu'on a, c'est de voir ces personnes qui appellent et qui disent voilà, j'aurais ça, est-ce que vous voulez venir voir C'est pas toujours leur petite histoire à eux, le côté personnel. Il y a aussi le fait qu'ils racontent, ils veulent raconter une histoire
qui est très connu en ethnologie, en histoire de ça, mais l'histoire des gens sans histoire, quoi. Ouais. Leur pays, leur village, leurs anecdotes, la vie des gens avant, quelque chose qui semble qui est complètement occulté à travers leur... C'est pas leur petite histoire personnelle, mais c'est à travers leur petit objet, leur petit truc à eux. C'est tout ça qu'ils veulent pointer, tout ce qu'il y a derrière en fait. Ouais, souvent ça ressort, quoi. Quand je dis personne, c'est dans son environnement. Ouais. C'est monsieur ou madame Intel là, bon, puis en fait il raconte autre chose. Autre chose, ouais. C'est une expo de tous pour tous. C'est soyons tous acteurs d'une histoire qui nous intéresse, n'ayons pas peur de dire ce qui nous touche. Bon. Et pour moi, c'est la même chose de montrer des jupons qu'une dame a apportés parce qu'elle y tient, parce que ça a une histoire, que de montrer un objet archéologique qui a aussi une histoire, mais on la connaît moins parce qu'on n'a plus personne pour nous la raconter de la même façon. Donc, mais pour moi, c'est de même nature, hein, c'est pas... Vous pouvez me parler de votre association que vous avez créée? L'association que j'ai créée est principalement faite pour récupérer et sauvegarder les vieux papiers. Je fais donc les déchetteries. Avant, c'était les poubelles, qui était un mot un peu plus vulgaire. Maintenant, c'est les déchetteries. Et dedans, c'est vrai qu'on retrouve la mémoire des gens de toute une époque, quoi. Ça peut être un document important. Moi, j'ai eu la chance de récupérer une charte de franchise de 1341. Là, c'est un document beaucoup plus historique. Si je ne l'avais pas récupéré dans la décharge, il est détruit à tout jamais. Enfin, les papiers, enfin, non seulement vous les collectez, mais vous les lisez tous. Hein. On essaie de tous les lire, parce qu'il y a quand même à peu près 60 tonnes de papier. Donc, si j'avais lu les 60 tonnes, j'aurais, on pourrait dire, la grosse taille. C'est le lieu de stockage avant le tri. Quand j'arrive, donc, comme je vous disais, la déchetterie, je pose mon premier carton, mon deuxième carton, puis les journées tournent, les cartons s'emmagasinent, puis voilà. C'est peut-être une façon de reconsidérer, de voir l'histoire, mais sans parti pris, comme elle a été, puisque nous on a le résultat, on a la solution, on sait ce qui s'est passé, on sait comment ça s'est terminé, et puis ça permet, oui, de prendre un recul et d'analyser plus logiquement, plus honnêtement. C'est bien une preuve qu'il faut quand même qu'on garde des preuves, parce que si personne n'avait rien dit, celui qui a inventé la première automobile, s'il l'avait fait et qu'il n'ait pas laissé de traces, penserait toujours à pied, quoi, ou à cheval. Enfin, ça n'engage que moi, mais c'est peut-être une volonté aussi de vouloir faire qu'il n'y ait plus de traces, plus de mémoire, mais c'est dommage, ça. Ou alors est-ce qu'il faut limiter la mémoire à certaines quantités d'individus? Donc vous avez proposé pour l'exposition musée d'archéologie de Lons un recueil de poésie. Oui. C'est pas n'importe quelle poésie, c'est plutôt des chants que des poésies, et c'est du patois. C'est du patois. Le musée proposait de parler de patrimoine, d'exposer ce qui, pour les uns et les autres, pouvait être le patrimoine. Et moi, j'ai proposé le patois parce que il y a beaucoup de patrimoine auxquels on s'intéresse, le patrimoine bâti, les arts, les sculptures, toutes ces choses-là, l'histoire, on s'en occupe beaucoup, mais le patois, en fond, on l'a oublié par la guerre. C'est vraiment fini, ça tombe à l'archéologie, le patois. On peut jeter un coup d'œil à un ou deux Noël? Oui, c'est le deuxième, qui met en scène deux vignerons, Grégoire et Christophe. Alors Grégoire rentre chez Christophe et un matin, et il lui dit, écoute, tu n'as pas entendu tout ce bruit cette nuit, qu'il s'est passé quelque chose d'étrange? Il dit, non, ben écoute, on dit que c'est Jésus qui est arrivé sur la terre et qu'il est dans une étable pas loin d'ici, et moi je vais lui rendre hommage. Alors Christophe il dit, non, écoute, tu as bien le temps, viens, on rentre boire un coup. Et puis il y a tout un dialogue comme ça entre les deux hommes. Voilà, et j'aimerais bien vous la faire entendre. Non? T'as pas envie qu'on se connaisse, non?
Qui c'est que je connais? Jean-Luc. Jean-Luc, alors lequel c'est Jean-Luc? Och de bonze compare, vous êtes monteni, que c'est n'est dit votre diar d'être des occupés. J'ai des envulions au dolé de l'église, c'est donc et Jean-Pierre et Chalot que pouté vont groufolo, collez vos mon bise. Que ça me semble étrange, n'avez pas entendu. Tout ostonné un Inde que faisait tant de bruit. Il cria vous pour faux, ce n'est pas xénophobe que de pour faire nous notons tout nus entre deux animaux étaient dans un étable. Dans la crèche, il y a assez peu de... Les gens disent c'est du patois, on n'y comprend rien. Non, il y a 3 personnages qui parlent uniquement patois. Les autres, entre parenthèses, c'est les étrangers qui viennent faire leur adoration à la crèche. Il y a le bougna, il y a la coquette, la vieille femme qui tousse, la religieuse, l'avocat. Ils parlent français, ceux-là. Ils sont souvent interpellés donc, par les 3 compères, les 2 compères et la femme qui sont là, les 3 autochtones qui testent les gens qui vont faire leur adoration. C'est comique, moi j'adore ça. Bon, ça vaut pas les variétés d'aujourd'hui, c'est vrai, c'est tellement haut placé que... C'est pas la première fois que vous la chantiez? Comment? C'est pas la première fois que vous chantiez? Ah non, moi c'est pas la première fois, Marcus, c'est la première fois. Il a tout fallu qu'il apprenne ça. Donc vous avez tout réappris depuis le début jusqu'à la fin? Ben, c'est-à-dire que... Oui, mais on se rencontrait assez souvent, on boit un coup chaque coup. Hein. Alors, on n'a pas trouvé le talent. Hein. Non, non. C'est pour ça que c'est un avantage que Pierre a, c'est que ce qu'il parle en patois, tout le monde le connaît en français. Et les gens suivent tout facilement. On suit l'histoire, oui. Oh ben l'histoire, oui, comme la cigale et la fourmi. Le corbeau et le renard, il fait aussi. Moi, je les ai appris à l'école, mais les tiennes sont beaucoup plus belles. Hein. Oh, oui, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes transformés. Non, La Fontaine s'y retrouverait pas forcément. Oui. Monsieur de La Fontaine serait peut-être pas trop d'accord, je ne sais pas. On va dire le corbeau et le renard maintenant. Oui. Ah oui. Exactement. Pendant qu'on y est. Alors, on veut croire parti sur le brand de pomme sauvage que nous avons son bête en fromage. On tourna n'avons dit depuis 8 jours, clair en inventaire, ses portes, leur gorge, Macron, terre en gros ben mi maintenant. Si tu sens tous bien que t'es père, t'es en moyen aux yeux de région. Oui, tu m'en veux bête pour faire voir qui c'est de santé que vous le bête. Et puis le fromage au petit bar. Le tournant les trappes, le décarpeuil, le meute. Oh, mais qu'est-ce que tu fais, Timouto? C'est en main, nous, stuti. Ah, mon vieux. Je vais te prendre un nature. Tout ce texte ayant bien causé, vivant et dépend de ce que les études. Et puis, un alson que mon statut vous bien fromage. Oui, mon vieux négro, voyant qu'il se te fait rouler, que ça fasse, tout route. Il dira les noms du Dieu qu'on ne le reprendrait pas. Mais il est trop tard. Le fromage est tombé. dit. Ah, c'est un beau corbeau, celui-là. Un qui vient tout rouge, c'est un beau. Un corbeau qui vient tout rouge. Tu as vu chez vous? Il vient tout rouge. Dans 2 mois, l'exposition Patrimoine singulier aura ouvert ses portes. La mise en scène doit maintenant devenir définitive. Pour le film, le tournage se termine. Pour les ethnologues, l'analyse des éléments de l'enquête reste à faire. Un texte préliminaire sera publié dans le catalogue de l'exposition où le film sera présenté. Au niveau, je vois quelque chose de très, à la fois très ordinaire, dans ce structure d'étagère qui sera en cornière, hein, bête, voilà. Mais à la fois,
effectivement visuellement un peu drôle, ces croisements, comme un grand collage surréaliste, quoi. C'est comme la mémoire du musée, en fait. C'est pas les collections. C'est pas du tout c'est pas des photos des collections. C'est la mémoire du musée, c'est-à-dire ce sont les réserves, les archives, tout ce qui est emballé, plus ou moins rangé, plus ou moins apparent. Et c'est quelque chose qui devra être. On est en train de travailler avec Alain pour que ça soit à la fois saisissant, si je dois dire, de toute façon dans la longueur ça le sera, et à la fois assez imprécis, parce que c'est quand même ça l'important. Pour moi, c'est le regard sur la présence du musée là-dedans, c'est-à-dire la mémoire du musée qui accueille la mémoire des gens. Voyez vos compars, on les voit ravasser, du tout nu sur l'otard, bon, volets sont-y, entrez voyons l'outo, des tués et nos bouteilles. Nos emprunts en coude pour chasser tous vous tes griots, sans qui faire au merveille. De ta des énomites, je n'ai pas le laisser. C'est va chez nos tuguites lui dire de venir. Adoris tu poupon, qu'est-ce dans cette étable, tremblant toutement un grevolon. Entrez dans ce point de façon, boutez vos tiotobles.